Et tout à l'heure, je t'ai vu te gratter. Qu'est-ce que c'était? Ah ouais, j'avais oublié. J'avais oublié. Aïe, 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 aïe. Comment dire? C'est bien. Ok. Bonne arrivée. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Y a-t-il un problème? S'il y a un problème, tu me demandes s'il y a un problème. Là, dis comment tu vas? Voilà. Partager. On va venir faire une petite démonstration d'analyse sur les récents propos des califats. Je vais vous démontrer tout à l'heure si oui ou non le président Ouattara a une fois dans toute sa vie politique demandé pardon aux Ivoiriens pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et si aussi le président Ouattara a accordé son pardon aux Ivoiriens, en tout cas à ceux qui en tout cas ont sué la mémoire de sa défunte génitrice. Donc pour qu'on soit vraiment bien audible, moi je vous demande tout simplement chez vous à la maison de partager et de tapoter votre écran pour me donner la force, pour donner la force et plus de fluidité au live. Allez, allez, pompez les cœurs sur l'écran. Vous tapotez seulement l'écran. Voilà. Et puis, flèche de partage, là, vous partagez 2 ou 3, 4 fois. Vous allez voir ce que ça va donner. C'est où? Partagez, partagez, partagez. Tu m'as dit de t'appeler Prési. Partagez, republier même. Ouais. Il y a Vlado qui a partagé, il a repartagé encore. Ça, on peut faire avec toi. C'est très bien ça. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, moi, j'ai fait une petite synchronisation. J'ai fait une petite synchronisation. J'ai fait une synchronisation. C'est sur ça qu'on va analyser aujourd'hui. Parce que nous, les vidéos qu'on fait, les lives de déconstruction sont des lives scientifiques. Sois salué Yacouba Kone. Bonsoir, comment tu vas depuis ta position? Bonsoir mon fils, c'est ta maman. Ah, maman tu portes non. C'est quelle maman qui porte Yacouba Kone encore? Alain Traoré, comment tu vas? Ok, d'accord. Maman, allez, sois salué depuis ta position. Bloco le pichichi. Bloco, j'ai vu ta petite histoire que tu as contée par rapport à la prière de dimanche ou de vendredi, où quelqu'un t'a vu et puis dit, ah donc toi tu pries et tout ça là. En tout cas, j'ai vu ça. Ou bien c'est ouais. Alors, hier nous avons perdu un soldat.
un officier supérieur de l'armée de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a fait montre, n'est-ce pas, de sa loyauté envers la République. Qui est allé jusqu'à la veille de son dernier jour sur la terre. Il était encore dans sa tenue militaire. C'est ça qu'on appelle, oui, il était rompu aux valeurs de la République. Quelqu'un comme Feu Amadou Gon Coulibaly, tu peux l'aimer, c'est ton droit, c'est ton sentiment. Tu peux ne pas avoir l'aimé, comme il n'existe plus. Je vais parler ici d'Amadou Gon. Je prends son exemple pour faire une transposition sur l'exemple de Fofié Kwaku Martin qui nous a quittés hier, Père à son âme, que son âme repose en paix. Je vous rappelle que c'est un mercredi, Amadou Gon est décédé. Où? Au Conseil des ministres. On va dire ça comme ça. Amadou Gon. C'est-à-dire, il était au Conseil des ministres. Et puis, il a eu un malaise là-bas. Et après, on nous apprend qu'il est décédé. C'est ça, on dit, il est mort pour la République. Fofié Kwaku a été la même chose. Le vendredi 31, ça voulait. Le vendredi 7 août. Le vendredi 7 août, il était encore dans sa tenue militaire. Il était dans sa tenue militaire. On l'a tous vu, malgré son état de santé. Je voulais aussi profiter. Le 7 août, il était dans sa tenue militaire. On a tous vu son état, l'état dans lequel il était. D'accord? C'est indéniable. Et selon le communiqué de l'armée de Côte d'Ivoire, selon le communiqué de l'état-major des armées, il était souffrant depuis plusieurs moments maintenant. Donc, quand lui décède dans ces conditions et qu'il se trouve encore des gens pour venir brandir ça comme si dans la République, sous le président Ouattara, il ne devrait plus avoir de mort naturelle. Ça là, je ne cesserai jamais de regretter d'avoir été dans un tel combat. Et ce qui me réjouit, c'est que c'est quand tu quittes dans un danger que tu sais que tu étais dans le danger souvent. Souvent, vous voyez des gens et puis dites, c'est dans ça là j'étais. C'est mon cas. Et je le dis en vous regardant droit dans les yeux, sans hypocrisie aucune. Pourquoi? Parce que je respire tranquillement aujourd'hui où je suis. C'est-à-dire, tout ce qui se passe de pire, comme si sous Oufoué, sous Bédié, sous Guéhi, sous Babo, il n'y a pas eu de décès. Oui, la rébellion mange ses enfants. Parce que Fofié Kwaku avait été rebelle. Donc quand lui meurt là, c'est plus une mort naturelle. Bon, et Kassalati qui est décédé, il a été rebelle. Général Mathias Doué est décédé. Était-il rebelle? Donc parce qu'on était rebelle hier. Donc, et quand on a été rebelle hier, on est exempté de mort. On ne doit plus mourir. Sinon, à partir de ce moment, c'est plus un mort naturel. C'est méchant de votre part. C'est cruel de votre part. C'est inhumain de votre part. Ce soir, j'ai voulu m'adonner à un petit exercice intellectuel, scientifique. Comme d'habitude d'ailleurs, j'ai écouté celui que vous connaissez, qui a décidé de se métamorphoser, mais négativement. Ce qui combattait il n'y a même pas 5-6 mois, il a décidé de redevenir pire que ça. Vous le connaissez. Même énoncer son nom, c'est difficile pour moi.
Khalifa. Khalifa que vous connaissez. On va l'écouter. Et puis, de bout en bout, on va déconstruire son narratif. On va l'écouter. Il y a quelque chose de fort qui dit dedans. Vous savez, quand tu viens t'apprendre à la personne de quelqu'un, ça, tu ne fais plus la politique. Mais quand tu t'apprends à l'argumentaire de quelqu'un et qu'il ne peut pas avoir la possibilité de te déconstruire sur ce que tu as donné comme argument, contre-argument, il va se taire. Le jour où vous le voyez sortir contre moi là, c'est que dans mon narratif, j'ai dit quelque chose de personnel à le concernant. Et c'est sur ça qu'il va prendre pour venir me répondre. Sinon, le jour où je m'assois pour être dans la posture de déconstruire son mensonge, il n'aura rien à dire. Parce que je me donne toujours les moyens intellectuels, argumentatifs, de venir le mettre hors d'état de nuit. Ou du moins, de venir renverser dans l'eau son narratif sur ses panels ou sur leur panel. On va d'abord l'écouter. Sans aucune forme de transition. On va l'écouter très rapidement. D'accord? On va d'abord l'écouter. Mon intervention aujourd'hui sur ce qui vient de... C'est combien de minutes même? Attends, voilà. C'est combien de minutes? 1 minute 39 secondes. Je vais axer mon intervention sur deux points. Le décès de feu Fofi Kwaku, ce qu'il dit de ça, et un peu plus loin, ce qu'il va dire du président Ouattara. C'est sur ces deux que je vais l'attaquer. Vous n'allez jamais entendre quelque chose de ma bouche le concernant personnellement. Parce que dès que je sors sa lettre, c'est sur ça qu'il va venir prendre pour faire 5 heures de live. Sinon, si je m'arrête seulement à déconstruire son narratif, son argumentaire, il n'aura rien à dire dessus. Observez très bien. On va l'écouter en 1 minute 40 secondes. Ça va venir vers vous un à un. Asseyez-vous pour regarder. Asseyez-vous. Ces gens-là, ils n'ont pas d'amis. Hein. Ils n'ont pas d'amis. Hein. C'est ça, c'est ce que vous devez comprendre. Ils n'ont pas d'amis. Hein. La Côte va être tranquille ici. À cause d'une seule candidature, Ouattara n'a pas créé la guerre dans ce pays. Il n'a pas créé la guerre dans ce pays. Il n'a pas fait diviser ce pays. Il n'a pas mis les gens en palabre dans ce pays. Les gens des Djali. Depuis vous connaissez Alassane Ouattara, il a une fois fait une déclaration pour regretter les morts. Il a une fois fait. Il a une fois présenté ses condoléances à la nation. Il a une fois dit merci à ceux qui ont perdu la vie pour lui une fois dans sa vie. Il n'y a que Ouattara qui compte, lui et sa famille qui comptent. Donc asseyez-vous pour regarder. De toute façon, nous on est là. Nous on attend et puis on regarde. Le jour il ne sera plus là, on va rentrer chez nous. On n'est pas des guerriers. Hein. Asseyez-vous pour regarder. Vous allez partir un à un. Un à un. Parce qu'ils ne vont jamais vous faire confiance. Ils ne vont jamais vous faire confiance. Ils vous voient en ennemi, ils vous verront en ennemi aujourd'hui, demain et puis après demain. C'est même pas un débat, ça ne se discute pas. Mais c'est la réaction de Zasso qui est étonnante. Zasso qui n'aime pas les rebelles. Zasso qui ne veut pas voir les rebelles. Zasso qui est contre les rebelles, qui veut que les rebelles soient jugés, nous dit aujourd'hui que Kwaku Fofié, qui était le commandant de CTK, qui était le commandant de la compagnie territoriale de Korogo, qui était le conjoint de Korogo. Ok? Quand on dit Sora a mis les gens dans le continent. On va rebisser. Ou on va bisser. Ça va venir vers vous un à un. Asseyez-vous pour regarder. Asseyez-vous. De façon subtile, il envoie un message à ceux qui ont fait la rébellion, donc Fofi Kwaku, et ceux qui restent aujourd'hui après Fofi Kwaku. Il leur envoie un signal pour dire, asseyez-vous pour regarder, ça va venir vers vous un à un. Qu'est-ce que cela renvoie? Je vous invite à vous lever pour vous défendre avant qu'il arrive vers vous. Ça, c'est le message
le non-dit de ce qu'il a dit. Parce que j'ai dit une fois, en passant, je vais le répéter ce soir. Dans tous les messages écrits, verbaux ou verbaux, et tout ce que vous voulez, derrière chaque message prononcé, il y a ce qui n'est pas prononcé, qui est dans le même message prononcé. Sans jeu de mots, est-ce que vous avez compris? Autrement dit, comme on a tous l'habitude de le dire, le non-dit de ce qu'il vient de dire. C'est ça qu'on appelle le message qui se cache derrière ce qu'il a dit. Ici, il insinue clairement, à demi-mot ou à mot voilé, que ce sont les autorités en place qui ont causé la disparition ou le décès de Fofie Kwaku Martin. Et donc, comme c'est le cas, parce qu'il estime qu'ils ne leur feront jamais confiance. Pour ça, Fofie Kwaku a trouvé la mort parce qu'il estime que les autorités ne feront jamais confiance. Et donc, par cette non-confiance ou cette méfiance entre les autorités et ses Komzol, va pousser les autorités donc à travailler au Djali des Komzol. Voici le message que le sieur Khalifa Parigo tente de faire passer. Et je pense que vous avez bien compris son message. Sauf que on est là pour reprendre son message autrement. Pour faire, vous savez, laissez-nous dans notre posture contre eux de cette façon. Vous savez pourquoi? Quand le sieur retourne au GPS, si vous avez suivi son retour au GPS, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai des messages que je vais faire passer petit à petit. Il dit, c'était je crois 5 ou 6. Il a commencé d'abord par faire croire aux gens que l'actuel vice-premier ministre, donc ministre de la Défense, était un Burkinabé. Tebo. En partant, en allant fouiller son lieu de naissance, ce qui serait de Saint-Dou. Donc, cet épisode-là, il y a 2 ou 3 mois en arrière, qu'il avait suscité ça. Et après, il a dit qu'il va chaque fois faire sortir des scoops. Vous avez bien compris ça. N'oubliez jamais ça. Dans vos écoutes, dans vos écoutes de ce qu'il dit. D'accord? Donc, quand il dit ça, là, il est dans cette même ligne, cette même trajectoire. D'accord? Il faut qu'on soit d'abord au même niveau d'information le concernant. À partir de ce moment, on va comprendre ses intentions réelles en faisant passer ses messages. Parce que si tu t'en tiens tout simplement à ces mots sans aller au-delà, tu vas te dire que tu vas banaliser ce qu'il dit. Non, ça répond à un objectif bien propre. C'est pour ça d'ailleurs, depuis son retour, il est dans une logique, il a pris la tête de la communication des soroistes. Parce que justement, il leur a garanti que lui, il peut mieux faire le travail. Parce qu'il est un ancien, etc., etc. Ça, je souhaite aussi que vous intégrez ça. Il continue. On va continuer avec lui. Les gens là, ils n'ont pas d'amis. Hein. Ils n'ont pas d'amis. Hein. C'est ça, c'est ce que vous devez comprendre. Ils n'ont pas d'amis. Hein. La Côte d'Ivoire était tranquille ici. À cause d'une seule candidature, Ouattara n'a pas créé la guerre dans ce pays. Voilà. Il n'a pas créé la guerre dans ce pays. Il n'a pas fait diviser ce pays. Il n'a pas mis les gens palables dans ce pays. Les gens des Djali. Depuis vous connaissez Alassane Ouattara, il a une fois fait une déclaration pour regretter les morts. Il n'a pas mis les gens palables dans ce pays. Voilà. Quand il finit de faire passer ce message de Djali, de colonel-major Fofie Kwaku, indexant clairement les autorités en place qui seraient à la base, il tombe tout de suite sur le président Ouattara. On était tranquille dans ce pays. N'est-ce pas Ouattara qui a envoyé la guerre pour diviser les Ivoiriens, pour faire les Djali? Ça, c'est le premier message. Avant d'arriver sur son deuxième message concernant le président Ouattara, où il dit que est-ce que vous avez une fois vu ou entendu M. Alassane présenter ses excuses ou du moins demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire et appeler à la réconciliation? Avant d'arriver à ce point, on va revenir sur le fait que toujours il est dans la logique de trouver
l'auteur ou le père de la rébellion du 19 septembre 2002, dont lui-même il avait été un acteur majeur. Je vous rappelle, cet homme en Côte d'Ivoire a construit sa villa d'Angré, sinon de la Riviera, dans l'argent de la rébellion. D'accord? Il ne peut pas le nier parce que avant la rébellion, il était bagagiste à la gare à Mans. Je ne le connaissais pas. C'est lui-même qui l'a dit parce qu'il estime qu'il devrait dire ce qu'il était avant la rébellion. C'est dans la rébellion, on lui avait confié, selon lui-même, un corridor entier à Mans. Et donc, il devrait racketter le corridor et diviser ce quota entre lui et la rébellion de Guillaume Soro. Ça, ce sont lui-même ses propres propos. C'est cette même rébellion qui a fait de lui Parigo. Sinon, il n'avait même pas l'expression Parigo. Parce que c'est à partir de la rébellion qu'il a commencé à mieux s'habiller et puis on l'a nommé Parigo. Il s'est réalisé dedans, il avait des remorques. Grâce à la même rébellion qu'il estime que c'est Ouattara qui a créé. Et pourtant, son chef direct, c'était militairement, c'était l'os de Mans. Et civilement, c'était Guillaume Soro, qu'il a mis d'ailleurs en tant que personnel civil à Mans. Donc, préfet, comme de la manière les préfets sont dans les régions là, c'est comme ça, eux, ils étaient dans les zones rebelles sous influence de Guillaume Soro. Ça, ce sont les rôles des parigots. Et les gars géraient une bonne régie financière, sinon la régie financière de la rébellion dans leurs différentes zones. C'est une information qui peut être capitale, donc que je tenais à, je vais dire, reviser et à vous mettre à disposition pour ceux qui l'auront oublié. Alors, voyez-vous, il ne faut pas continuer à jouer avec l'esprit des Ivoiriens. C'est pas bon, c'est dangereux. C'est dangereux. Je vais vous faire ressortir une chose très claire. Avant la rébellion du 19 septembre 2002, ah, s'il te plaît. Avant le 19 septembre 2002, je vais... Il y a trop de bruit. Ça va maintenant ou pas? Deux mots, c'est bon? Ok, merci DS. Avant le 19 septembre 2002, d'abord, je vais rappeler aux Ivoiriens pourquoi le président Ouattara avait été exclu en 2000 pour nationalité douteuse. Ça veut dire quoi en français terre à terre? Ah, on a vu, tu as un papier. C'est vrai, c'est certificat de nationalité. Mais nous, on a des doutes sur la véracité des documents que tu détiens comme certificat de nationalité. Pour ce doute-là, vraiment, on va te disqualifier. Alors que dans les règles normales, le doute profite à la victime. Le doute profite à la victime, à l'accusé. Tant que vous, en tant que justice, vous n'avez pas pu établir clairement sa culpabilité, le doute là, c'est pour lui, c'est à son profit. Mais en Côte d'Ivoire, rien que pour un doute, on a refusé la nationalité, on a refusé de valider la candidature du président Ouattara en 2000. On va aller de façon chronologique, avant la rébellion. À partir du moment où on doute de quelque chose de toi, et que, à un moment donné, on a pu établir la clarté, on a pu faire la clarté de ton document pour dire vraiment, c'est qu'on redoutait là. On pensait que tu n'étais pas ivoirien. Mais aujourd'hui, tu as produit tout ce qui prouve que tu es ivoirien. Donc, la justice te délivre un nouveau certificat de nationalité que tu as pris pour aller te faire établir la carte nationale d'identité. Ça, c'est le président Ouattara. C'est là le président Ouattara, après 2000, avant la rébellion,
il a pu s'établir son certificat de nationalité. Allô? Il a pu se faire établir son certificat de nationalité. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a pu se faire établir sa carte nationale d'identité par la même justice qu'il avait donc exclue en 2000. Est-ce que vous voyez? Le seul motif de 2000, c'était doute. Nationalité, on doute, donc douteuse. Il dit ok. Et donc après 2000, il s'est battu politiquement et juridiquement pour obtenir son certificat de nationalité et sa carte nationale d'identité. Mais encore mieux, politiquement, M. Ouattara, en tant que président du RDR, s'est battu politiquement jusqu'à ce qu'il accède, ou du moins, jusqu'à ce que l'État de Côte d'Ivoire sous Gbagbo puisse intégrer des membres du RDR sous proposition d'Alassane Ouattara. 4 de ces lieutenants ont fait leur entrée au gouvernement à Afin 102 en août 2002. Août. Quand je finis d'expliquer ça, août, nous sommes en août 2026. Donc après août, c'est septembre. À partir de août 2002, non seulement avant août, entre juin et juillet 2002, le président Ouattara avait déjà son certificat. 2001, pardon, le président Ouattara avait déjà son certificat de nationalité, sa carte nationale d'identité. Il n'avait plus de problème de nationalité. Il n'y avait plus de doute. Et pourtant, c'est le seul motif qui a été évoqué par la justice pour les recaler en 2000. Donc, on partait maintenant en 2005 pour le renouvellement du mandat présidentiel. Il n'avait donc plus de problème politique et juridique. Pourquoi il n'avait plus de problème politique? Parce que politiquement déjà, il avait déjà même intégré un gouvernement d'union nationale. Donc politiquement, c'était déjà bon. Pourquoi il n'avait plus de problème juridique? Parce que juridiquement, en 2000, on dit qu'il a une nationalité douteuse. Et en 2002, juridiquement, il est rétabli dans ses droits juridiques. Donc dans ses droits civils, civiques, donc et politiques. D'ailleurs, il n'avait aucune décision de justice le condamnant même. Avant tout ça. Mais comment ce personnage politique, qui d'ailleurs je rappelle, on peut faire ce débat, mais je mets quiconque au défi, en 2002, ou du moins de 2000, et même au-delà, jusqu'à ce que le 19 septembre déclenche, M. Ouattara était l'homme politique de l'opposition le plus célèbre. Ces militants avaient faim d'aller à une élection pour démontrer la capacité, la qualité, sinon la popularité de leur mentor Alassane Ouattara. Donc les militants du RDR, très mobilisés, attendaient de pied ferme les élections de 2005. Quand il intègre au gouvernement AFI 2 en août 2002, un mois plus tard, une rébellion éclate. Honnêtement, de vous à moi, quel est cet homme politique qui s'est déjà battu sans les armes pour obtenir tout ce qui lui avait été dénié? Sans les armes, à main nue, politiquement, diplomatiquement et juridiquement. Que lui encore devrait aller financer une campagne militaire pour venir mettre un militaire d'abord au pouvoir et puis espérer un jour que lui va organiser une élection comme ça quelque part et puis il sera favorisé. Et pourtant, M. Ouattara se rappelait toujours de l'époque de Guèye. M. Ouattara ne pouvait plus jamais faire confiance à un militaire. D'ailleurs, quand Guèye est arrivé au pouvoir, les gens disaient « Ah, c'est un gouvernement RDR ». Gbagbo même l'a dit. Jusqu'à il s'est fâché un jour, il voulait quitter un gouvernement. On sait ce que le régime de Guèye a fait au président Ouattara. Donc, un régime militaire. Pourquoi quelqu'un qui sort de tout ça, il se bat politiquement, juridiquement, diplomatiquement, il obtient tout ce qu'il avait perdu. Et il a tout obtenu sans les armes. Pourquoi c'est lui encore qui devrait aller se mettre dans une campagne militaire pour venir faire un coup d'État? Il ne sait même pas, celui qui va faire le coup d'État, est-ce que je vais le maîtriser jusqu'au bout? Comme le cas de Guèye. Est-ce que celui qui va faire le coup d'État,
M. Ouattara n'avait plus d'intérêt à ce que quelqu'un quitte ailleurs pour venir faire un putsch. Non. Donc, un mois après l'entrée du RDR au gouvernement, la rébellion éclate, M. Ouattara ne pouvait pas se payer le luxe. C'est pour ça que je comprends souvent Kokora qui dit que la rébellion a retardé la session du président Ouattara à la magistrature suprême. Mais ceux qui ne comprennent pas vont dire, oh, mais Kokora dit n'importe quoi. Pourquoi il le dit? Il le dit. Voici les éléments que je viens d'évoquer. C'est sur ça qu'il se base pour dire ça. Parce qu'il n'avait plus d'obstacles devant lui. Le président Ouattara n'avait plus d'obstacles pour aller aux élections de 2005. Il attendait juste que 2005 arrive. Mais la rébellion a interrompu le processus normal, le processus politique, qui était déjà bien enclenché, bien tri. On a fait encore plus de 10 ans. Au lieu de 2005, cette fois-ci, on est parti jusqu'en 2010. Donc, ceux qui sont encore dans le narratif, de faire comprendre, croire aux gens que le président Ouattara, tellement il était exclu de tout, qu'il n'avait plus le choix que de faire une rébellion. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il s'était déjà battu à main nue sans les armes pour obtenir tout ce qui lui avait déjà été spolié. Au risque de me répéter, retenez ça d'abord, écrivez ça, mémorisons ça, pour ne plus jamais que quelqu'un ailleurs vous fasse croire que sans la rébellion, M. Ouattara n'était rien en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'était le premier volet de l'intervention de Khalifa sur le président Ouattara. On va donc aller au second volet. Que dit M. Khalifa sur le président Ouattara à propos de la réconciliation, ou du moins à propos du pardon en Côte d'Ivoire? On va donc écouter M. Khalifa. Ça va venir vers vous un à un. Asseyez-vous pour regarder. On a déjà fini ça, écoutons-nous. Asseyez-vous. Ces gens-là, ils n'ont pas d'amis. Hein. Ils n'ont pas d'amis. Hein. C'est ça, c'est ce que vous devez comprendre. Ils n'ont pas d'amis. Hein. La Côte d'Ivoire était tranquille ici. Voilà, écoutons-le maintenant. La Côte d'Ivoire était tranquille ici. À cause d'une seule candidature, Ouattara n'a pas créé la guerre dans ce pays. Il n'a pas créé la guerre dans ce pays. Il n'a pas fait diviser ce pays. Il n'a pas mis les gens en palabre dans ce pays. Ok. Ça, c'était le premier volet. C'est ce qu'on vient de décrire tout à l'heure. Maintenant, ce qui est intéressant ici encore, pour le prendre à contre-pied ou bien la main dans le sac, on va aborder le volet pardon du président Ouattara à l'égard des Ivoiriens. On va écouter d'abord Khalifa, qui va nous confirmer ici que lui, il met quiconque au défi de nous sortir une seule déclaration du président Ouattara en s'adressant à la nation ivoirienne, en demandant pardon aux Ivoiriens. Et puis vous connaissez Alassane Ouattara, il a une fois fait une déclaration pour regretter les morts. Il a une fois fait, il a une fois présenté ses condoléances à la nation. Il a une fois dit merci à ceux qui ont perdu la vie pour lui une fois dans sa vie. Ok. Vous avez bien entendu et bien écouté. Comme je vous ai dit, j'ai d'abord travaillé et j'ai mis de côté quelques déclarations qui viennent donc prendre à contre-pied les balivernes de Khalifa. Parce que quand ils se retrouvent sur leur panel, en fait, ils s'oublient que quand je vais finir là, est-ce que ce qu'il est dit, les gens ne vont pas me prendre la main dans le sac? À partir du moment où tu as cet esprit qui t'anime, quand tu veux sortir un mot, tu fais attention parce que le Seigneur il est là. Je vous ai dit, et c'est un service que vous me rendez. Cadet, toi, bon, les autres, c'est pas la peine. Mais quand vous ouvrez net vos bouches, pour moi, c'est en fait, c'est enfoncer encore votre lutte. Et ça me donne, aller même au-delà de moi, c'est-à-dire, ça me met tellement à l'aise que, parce que c'est trop petit, c'est trop plat, vos argumentaires sur vos panels. C'est pourquoi vous refusez de venir sur les panels de contradiction. Je vous comprends. Mais on va écouter une interview du président Alassane Ouattara. On va d'abord écouter une interview du président Alassane Ouattara. Donc, le leader politique et acteur premier ordre, la scène politique ivoirienne, c'est celle-ci. Quelle est votre part de responsabilité à ce qui a été? Oui.
Moi, je crois que chacun de nous a une part, même quand quelquefois on s'est senti victime. Il faut... D'abord, de façon élégante. C'est-à-dire, il est des rares des hommes politiques qui peuvent se départir de l'ego et puis dire que quelque part, chacun d'entre nous a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. C'est très rare de voir des hommes politiques s'exprimer de cette façon. Vous savez pourquoi? Parce que les gens pensent que quand on parle de part de responsabilité, ça veut dire part de culpabilité. Ce n'est pas vrai. Il y a une nuance. Non. Il y a le coupable des faits. Et je peux être directement ou indirectement, il peut avoir une responsabilité dans ce qui a pu se passer. Mais lui, en tant qu'un acteur majeur du débat politique ivoirien, en tant qu'un acteur majeur du débat politique ivoirien, premier et seul premier ministre Houphouët-Boigny, président d'un grand parti comme le RDR, qui a perdu beaucoup de ses enfants. Et puis il va venir s'asseoir pour dire, non, je n'ai aucune part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. C'est égoïste de sa part. Mais il vient de démontrer l'élégance d'un homme politique. Qu'au-delà de la politique, on a tous une morale. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut savoir que nous tous, chacun d'entre nous, a une part de responsabilité dans ce qui a pu se passer. À quelque niveau que ce soit. On va reprendre. Ça m'a tellement plu, j'ai dit, ça c'est intéressant. Le leader politique et acteur premier autre, la scène politique ivoirienne, est celle-ci. Quelle est votre part de responsabilité dans ce qui a été? Oui. Moi, je crois que chacun de nous a une part, même quand quelquefois on s'est senti victime. Il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé. Je considère qu'en tant qu'homme politique, j'ai commis des torts à mes concitoyens et je demande pardon. Parce que... Je ne veux pas que ça vous échappe. Les mots pardon, je ne veux pas que ça échappe à mon auditoire. Il dit, en tant qu'acteur politique, j'ai commis des torts à mes concitoyens. Il n'a pas dit à mes militants. Il dit à mes concitoyens. Donc, à l'ensemble des Ivoiriens, sans exception aucune. Il le reconnaît. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas les gens vont me dire, ah, Alassane a dit qu'il a une part de responsabilité. Alassane a dit qu'il a causé des torts. Khalifa, je t'ai dit, c'est moi qui suis ton maître. Et tu le sais très bien. Il n'y a pas besoin de répéter ça. Quand il dit ici, j'ai causé des torts, est-ce que si le président Alassane Ouattara, après avoir servi Houphouët-Boigny, après le décès de Houphouët-Boigny, en 7 décembre 1993, il dit aux Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, chers compatriotes, j'ai été rappelé aux côtés du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Il m'a fait le privilège de faire de moi son unique premier ministre. Le père Houphouët-Boigny vient de nous quitter. Après les obsèques, M. Alassane Dramane Ouattara quitte ses fonctions, dépose le tablier, il quitte dans le débat politique, il retourne aux États-Unis pour occuper ses fonctions de directeur Afrique au Fonds monétaire international. Et puis, basta, il est parti à jamais. Vous pensez qu'il allait tenir ce même discours? Non, il n'allait pas tenir ce discours. Il n'allait pas dire que j'ai une part de responsabilité. Il n'allait pas dire je demande pardon à mes concitoyens. Il n'allait pas dire que j'ai causé du tort à mes concitoyens. Pourquoi? Parce que la vérité est claire. Que en principe, quand dans un débat, quand dans, je veux dire, quelque chose, tu t'es retrouvé au centre, tu avais le choix. Je dis, bon, écoute, moi je m'assois dans mes privilèges au FMI là-bas aux États-Unis. Votre politique là, au fond, n'est plus là. Ce qu'il m'avait dit de faire, j'ai fait. Basta, je m'en vais. Personne n'allait lui dire, Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, Alassane. Il dit, des gens sont descendus dans les rues pour réclamer mon nom, Alassane Ouattara. Des gens se sont revendiqués de moi, Alassane Ouattara. Des gens m'ont estimé, se sont engagés, ont tout perdu à cause de moi. Ils sont allés au front à cause de moi, pour moi. Donc,
Pour ça, j'ai causé du tort à ces gens-là. Ceux aussi, par mon nom, se sont braqués contre ceux qui, avec mon nom, se sont engagés. J'ai aussi causé du tort à ceux-là. Donc, à mes concitoyens, rien que son nom a fait, je vais dire, battre le cœur de certains Ivoiriens. Rien que son nom a déchiré aussi le cœur de certains Ivoiriens qui ne voulaient pas attendre son nom. Donc, pour ça, sa part de responsabilité, à partir de son nom, Alassane Dramane Ouattara a évoqué, ça a créé du tort à certains, ça fait du plaisir à d'autres. Tout ça confondu, il a sa part de responsabilité. Qui vient de dire clairement que j'assume. Et vous avez bien entendu l'expression « je demande pardon ». Et pourtant, Khalifa vient de dire dans sa vidéo que je vous ai écouté que le président Ouattara n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Mais là encore, ce n'est pas intéressant. Ce qui va venir boucler le boucle, c'est Guillaume Soro. Quand on va finir de faire écouter le président Ouattara, je vais aller interroger Guillaume Soro. C'est-à-dire, celui de qui Parigo se revendique. Celui pour qui Parigo ment sur les réseaux sociaux. Celui pour qui Parigo est en train d'accuser de jeter du discrédit sur les institutions de la République. Guillaume Soro va venir s'exprimer. Parigo va l'écouter. En parlant d'Alassane Ouattara. On va finir avec Aldo rapidement. Vous n'avez pas le courage de le faire à mes concitoyens. Et je demande pardon. Parce que si vous n'avez pas le courage de le faire, le pays n'avancera pas. Nous devons nous dire, demander pardon n'est pas suffisant. Il faut se dire, ça ne va plus jamais recommencer. Ce qui s'est passé ne doit plus se reproduire. Nous le devons à notre pays. Nous avons un grand pays. Et le sens de patriote, c'est celui qui veut le bien de son pays. Le président Ouattara estime que lui ne va pas s'arrêter seulement à demander pardon. Il dit il va aller au-delà du simple pardon. Parce que quand tu demandes pardon et puis tu reproduis ce pourquoi tu as demandé pardon, que c'est diabolique, c'est dangereux. Donc, si tu fais ça, on ne pourra pas avancer. Donc lui, là, non seulement il va demander pardon, mais plus jamais. C'est pour cette raison, je vais vous le dire, pour ceux qui n'ont plus ça en mémoire, au Golf Hotel, il y a des partisans d'Alassane Ouattara qui étaient fâchés contre lui parce qu'il n'a pas appelé les Ivoiriens à descendre dans les rues pour aller arracher sa victoire comme Gbagbo l'a fait en 2000. Alassane a dit au Golf, faites-moi confiance, ne sortez pas. J'étais à Abidjan. J'étais à Abidjan et nous on était prêts effectivement à sortir pour dire on attend mot d'ordre. Il dit sur TCI, ne sortez pas, faites-moi confiance. Les gens avaient, c'est-à-dire, les gens jassaient en désordre. On dit mais pourquoi Ado même laisse pas mot d'ordre et puis il sort la nuit pour dire faites-moi confiance. On veut mourir de colère. Pourquoi il dit faites-moi confiance? Parce qu'il dit, il vient de le dire, j'ai demandé pardon. Et puis je vais reproduire ce pourquoi j'ai demandé. Ce n'est pas la peine, calmez-vous. Jusqu'à ce que militairement, les choses, à travers la résolution de l'ONU, puissent se clore le 11 avril. J'ai dit, même pour avoir une boule d'attiqué dans Abidjan, c'était compliqué pour une famille. Mais malgré ça, il dit, restez chez vous, ne sortez pas, laissez, je vais régler ça. On le voyait au téléphone, c'est pourquoi on l'a surnommé Ado au petit téléphone. Au Golf, il se promène dans le jardin un téléphone pour régler cette affaire. Comment vous avez entendu écouter ça? Pour venir dire que oui, si un jour vous partez ailleurs, écoutez quelqu'un, ou bien entendre quelqu'un dire que Ado n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, arrêtez-le, traitez-le de menteur, d'affabulateur et de bon, enfin d'affabulateur. Faut pas y dire n'importe quoi. Alors, ici, vous voyez, l'histoire et les faits sont têtus. Ce que Khalifa est en train de faire, c'est ça qu'on appelle jeter du discrédit sur les institutions de la République. Comme je vous l'avais dit ce matin, effectivement, ça répond à un objectif bien précis. Parce que pour aboutir à un coup d'État dans un pays, il faut d'abord commencer par diaboliser
les institutions. Et ça, si ça passe, ça va contribuer à affaiblir cette institution-là. Parce que quand c'est pas faible, quand c'est pas diabolisé, la masse, l'opinion publique ne rejette pas. C'est quand vous avez réussi, à travers vos communications, à affaiblir le système, à démontrer à la masse que ce n'est pas un bon système. Levez-vous, comme Khalifa vient de faire, en disant que si vous ne vous levez pas, ça va aller vers vous un à un. Ça, quand ce discours passe, à partir de ce moment, c'est ça qu'on fait pour préparer la révolution populaire dans un pays. Et ça, ça fait partie de leur programme. Donc quand vous les voyez là, ils sont en train de mettre en exécution ce qui doit favoriser un coup d'État. Je vous le dis, c'est ça qu'on appelle jeter du discrédit sur les institutions de la République. Et c'est dangereux, et c'est condamnable, c'est criminel. C'est criminel. On dit, Ado même a dit tout à l'heure, que c'est quand quelqu'un demande pardon, tu prends son pardon, mais quand il recommence ce pourquoi il a demandé pardon, là, il devient un diable. Alors, on va écouter donc, sans tergiverser, Guillaume Soro nous parlant d'Alassane Ouattara. Et puis je vais vous dire c'était où. Parce qu'il y a des pardons qui pèsent encore plus lourd que c'était. Il y a des mots qui sont encore plus lourds que c'était. On va écouter Guillaume Soro à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, devant le gouvernement. Ça veut dire, ce jour-là, Guillaume Soro était dans la maison du peuple de Côte d'Ivoire, qu'on appelle l'Assemblée nationale. Dans cette maison, il y avait d'un côté l'exécutif et le législatif. Les deux grands pouvoirs de l'État étaient présents ce jour-là au sein de l'Assemblée nationale, que Guillaume Soro prononçait ce discours que voici. Écoutons-le. Mais aujourd'hui, en cet instant solennel, en ce lieu privilégié, où le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif se retrouvent ainsi réunis, j'ai décidé de désobéir. Ok, à quoi? Pourquoi? Pour une fois, souffrez que je salue votre endurance, votre persévérance en politique. Okay. Comment ne pas voir en vous un homme d'exception? Comment ne pas apprécier en vous ce grand homme d'État comme il s'en compte, hélas, bien peu de nos jours? Votre parcours politique a été si pénible et douloureux. Le cheminement de votre vie si périlleux. Vous qui avez dû vous battre pour la reconnaissance de votre nationalité, vous dont la résidence a été entièrement brûlée, non pas seulement les murs, mais les souvenirs si précieux que vous y conserviez. Il a dit quelque chose tout à l'heure que j'avais déjà énoncé. Vous qui... Attendez, on va reprendre ça. C'est trop doux. Écoutez. Appréciez en vous ce grand homme d'État comme il s'en compte, hélas, bien peu de nos jours. Votre parcours politique a été si pénible et douloureux. Le cheminement de votre vie si périlleux. Vous qui avez dû vous battre pour la reconnaissance de votre nationalité. Vous qui avez dû vous battre pour la reconnaissance de votre nationalité. Hey, ce ne sont pas les gens en âme qui se sont battus pour qu'on reconnaisse au président Ouattara sa nationalité. Hein? Ah non, les gens ont oublié l'histoire. Ou les gens confondent la périodicité de l'histoire ivoirienne. Non, 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 ne confondons pas. Avant les gens en âme, le 19 septembre, là, M. Ouattara s'était déjà battu et obtenu sa nationalité. J'ai dit, avant les gens venus de Ouagadougou, de Burkina pour venir faire rébellion, là, le président Ouattara s'était déjà battu pour obtenir sa nationalité ivoirienne. C'est ça que Guillaume Soro est en train de dire. Donc, dites ça à Khalifa. C'est lui qui s'est battu avec ses compagnons politiques pour obtenir sa nationalité ivoirienne. Je ne voulais pas faire passer ça sans m'arrêter pour relever ça.
Vous dont la résidence a été entièrement brûlée, non pas seulement les murs, mais les souvenirs si précieux que vous y conserviez. Oui. Vous qui avez dû, sous vos yeux, voir mourir vos proches. Vous, l'homme politique ivoirien, qui avez subi la meurtrissure de la profanation de la tombe de votre propre mère. Oui, monsieur le président, vous avez souffert. Vos enfants, votre famille également. Mais surtout votre épouse, Madame Dominique Ouattara, que je veux saluer ici avec déférence et respect, qui aurait tellement voulu être avec nous aujourd'hui. Mes chers collègues, c'est cet homme qui est devenu président de la République, démocratiquement élu, garant de l'unité nationale, a trouvé la force de pardonner et de demander pardon à la nation au nom de la réconciliation. Voici le dernier mot de Soro à la compte du président Alassane Ouattara ou à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas au cours d'un meeting du RDR. Ce n'est pas non plus au cours d'un meeting du RHDP. Ou du moins d'un dîner gala familial. C'est au cours d'une audience solennelle de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire qui réunissait les deux grands pouvoirs de la République, notamment le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Guillaume Soro dit, et je cite, c'est cet homme-là qui, devenu président de la République, a trouvé en lui la force nécessaire de pardonner et de demander pardon à la République au nom de la réconciliation nationale. Est-ce qu'il y a plus éloquent que ça? Est-ce qu'il y a une intervention plus éloquente qu'on peut chercher encore que ça là? En disant, en confirmant que Alassane Ouattara a demandé pardon au nom de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Non, s'il y en a, si vous pouvez trouver encore, dites-moi. Moi, je ne cherche même plus où Alassane a fait discours, il a demandé pardon, est-ce que je peux trouver? Je ne cherche même plus ça. Parce que ça, c'est fort, c'est parlant. Ça, c'est pas à faire que c'est doux. Ça là, c'est même pas à Congo, chez Alassane. C'est pas parce qu'ils étaient entre quatre murs, parce qu'ils avaient mangé tapalo des xénophobes, ils avaient bu tapalo des xénophobes, que Guillaume Soro était saoulé, et puis voilà, il dit au président Ouattara, non, tu es comme ça. Non. Donc allez-y, dis ça, Khalifa. Tu viens, tu sautes sur les panels parce qu'on t'applaudit, on t'envoie des cœurs. Frère, je vais te dire une chose. Tu sais, la bêtise humaine là, elle est beaucoup applaudie aujourd'hui de nos jours. Est-ce que tu n'as pas encore remarqué ça? Quand c'est béré, quand tu mens, quand tu es dans le déni, wallahi, tu fais de l'audience, on t'applaudit. Et puis toi-même, tu penses que tu es dans bonne chose. Ça nous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé quand on était soroïstes. Pourquoi nos VAR sortent aujourd'hui? Pour ces mêmes VAR, ceux qui font sortir ces VAR, mais c'est eux qui nous applaudissaient, qui m'ont surnommé professeur. Donc, moi-même, je m'assois, il dit, il y a chicoté aujourd'hui, un jour quand on m'appelle professeur. Et puis je suis content. Déjà, je suis en train de me dire à petit feu. Vous pensez que c'est un honneur pour moi de venir m'asseoir pour insulter Ahmed Bakayoko, mon grand frère père à son âme? C'est un regret à vie pour moi. C'est pourquoi il dit, même devenir RHDP là, il ne faut pas que quelqu'un va compter sur moi pour dire, hey, ceux qui m'attaquent aujourd'hui, là, je suis prêt à justifier ça. Et ça, l'opinion est témoin que ils sont rentrés même dans ma vie privée. Ils ont promis de détruire ma vie. J'ai dit, ça là, vous n'allez jamais pouvoir extirper de moi ma joie de vivre. Ça c'est quoi ça encore? Donc, mesdames et messieurs, chers amis, allez-y, si vous le voyez ailleurs, que l'Océanie dit que tu es un affabulateur, que tu ne dis pas la vérité à ton âge, 55 ans ou 54 ans révolu. Frère, il faut descendre sur terre.
dans ce que tu es pour emprunter tes mêmes expressions, ça va te laisser un jour. Moi, je sais que ça va te laisser. Et tu sais que ça va te laisser. Khalifa, toi, tu sais que celui que tu suis aujourd'hui, c'est une erreur que tu as fait, tu as commise. En suivant Guillaume Soro. Tu le sais. Parce que selon toi-même, Moussa Dosso t'a dit que Guillaume Soro c'est un blacko. Et que donc, tu n'as pas écouté ton mentor Moussa Dosso à qui tu as donné le nom de ton enfant. Toi, tu dis à Blendé aujourd'hui, oui, tu as donné le nom de ton enfant à quelqu'un que tu as trahi. Toi, tu as donné le nom de ton enfant à Dosso Moussa. Est-ce que tu l'as suivi? Tu étais son bon petit. Lui, il était ton mentor. Mais en principe, c'est lui que tu devrais suivre. Ce n'est pas Guillaume Soro. Et tu le sais parce que toi, tu connaissais. Il n'y avait pas de rapport direct entre toi et Guillaume Soro. C'est lui qui était ton mentor. C'est lui qui était auprès de Guillaume Soro. Mais lui, il dit, Guillaume Soro, c'est un blacko. Moi, j'emprunte tes expressions. Hein, c'est ce que toi-même tu dis. Mais il t'a parlé de façon technique. Il t'a pas dit, il ne faut pas suivre Soro. Mais il t'a dit qui est Soro. Et puis toi, tu n'as pas réfléchi. Donc toi, tu t'es retrouvé dedans. Et que tu regrettais. Parigo, ça va te laisser un jour. Moi, je suis prêt à jurer sur le Saint-Coran que là-bas où tu es là, tu sais que ce n'est pas ta place. Ça là, je suis prêt à jurer sur le Saint-Coran. Que tu es là-bas par défaut. Sinon, tu n'es pas convaincu que c'est Guillaume Soro l'homme de la situation. Parigo, quand toi, tu regardes Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international, gouverneur de la BCEAO, le seul premier ministre d'Houphouët-Boigny, qui est en train de transformer la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro peut faire ça là? Ça a été une erreur, mais vraiment monumentale pour nous. Mais c'est la jeunesse. On peut faire quoi? Quand tu es jeune, quand tu penses que tu pompes le vent, c'est la jeunesse. C'est pourquoi la dernière fois quand le président Ouattara était en live, j'ai vu mon frère Bené en train de pleurer en bas. Il dit, président, il faut parler de moi. Il ne peut pas parler de toi. Ah, tu vas continuer à pleurer. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, ce que je vais dire pour terminer, il est 22 h, je ne vais pas abuser. J'avais mis ça. Voilà. Quand je dis, regardez. Voilà. Attendez, je vais taper ça. Voilà, regardez. Voici les archives. Allez-y dans les archives. Ce que je dis là, vous pouvez, c'est consultable. Vous tapez le journal Le Monde, vous avez trouvé là-bas. Côte d'Ivoire, le RDR d'Alassane Ouattara entre au gouvernement. Nous sommes en août 2000. 5 août 2000. 4 membres du Rassemblement des Républicains, principal parti d'opposition ivoirien. Ces 4 membres ont été nommés au sein du nouveau gouvernement formé lundi 5 août 2000. Principal parti d'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après le régime là, c'est nous. Or, si on partait en 2005 face à Gbagbo, Ado allait le mettre KO. Parce que les militants RDR, ils étaient trop déterminés. Donc quand la rébellion surgit, ça bloque les choses du RDR. Voilà. Les frères, le journal Le Monde nous dit ceci. Les frères ennemis de la politique ivoirienne ont fait un grand pas vers la réconciliation. Ça, c'est en 2000, avant la rébellion. Le RDR de l'ancien premier ministre ivoirien, M. Alassane Ouattara, est en effet rentré dans un gouvernement d'union nationale en Côte d'Ivoire ce lundi 5 août 2000. Après 2 années d'ostracisme lié à la querelle sur la nationalité douteuse de son dirigeant, en raison de doutes sur son ivoirité, Alassane Ouattara n'avait pas pu se présenter aux élections de 2000, marquées par la mort d'au moins 300 personnes dans les violences ethniques et politiques entre le nord du pays, majoritairement musulman, dont est originaire M. Ouattara.
et le Sud plutôt chrétien et animiste. Ce changement de position pourrait donc constituer un pas vers la résolution de la crise politique que traverse la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Ça, c'est avant la rébellion. En reconduisant son premier ministre, Pascal Affi N'Guessan, donc c'était le deuxième gouvernement d'Affi N'Guessan, et en élargissant le cabinet de 28 à 37 ministres, le président Laurent Gbagbo a attribué au RDR 4 postes ministériels: transport, commerce extérieur, enseignement supérieur et nouvelles technologies. Donc, je crois bien, au commerce, c'était Amadou Soumaoro, père à son âme, le Tchomba. Et à l'enseignement supérieur, je me rappelle très bien, c'était Fofana là, Fofana de Boudali là, lui qui a travaillé à Dou, Zemogo Fofana. Voilà. Maintenant, je crois... bon, en tout cas, ils étaient 4. Voilà. En intégrant le RDR jusqu'à rejeter comme parti, jusqu'alors rejeté comme parti ethnique, en reconduisant, en intégrant le RDR jusqu'alors rejeté comme parti ethno-religieux des Djura musulmans du nord de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien se conforme aux engagements pris dans les accords de Yamoussoukro en mars 2000 et tente de restaurer l'unité nationale en vue de l'élection présidentielle de 2005. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est par là que je vais terminer. Pour vous dire tout simplement que nous étions déjà dans la perspective de 2005. Quand ils font ici à référence aux accords de Yamoussoukro, je vous rappelle qu'à Yamoussoukro, Bédié, Ouattara et Gbagbo, les trois, se sont vus à Yamoussoukro pour sceller un accord en prélude aux échéances de 2005. Tout était... En fait, il n'y avait plus de raison, il n'y avait plus aucune raison que le président Ouattara ne soit pas validé. Parce que, je vous ai dit, le seul motif, c'était le doute sur sa nationalité. Mais à partir du moment où le doute est levé, que l'opinion, la justice a certifié déjà qu'il n'y a plus de doute, il est authentique ivoirien. Mais c'est terminé. Ça, c'était avant la rébellion, s'il vous plaît. Ça, c'était avant la rébellion. Donc, je ne vais pas me répéter encore. Vous, militants du RDR, RHDP, vous qui me suivez, vous qui avez suivi, je sais que je ne vous enseigne rien. Peut-être c'est une répétition. Mais pour vous rafraîchir la mémoire, et que dans notre débat, personne ne nous nargue. Personne ne nous nargue. Oui, c'est grâce à Soro, c'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi on dit pas c'est grâce à Soro, Bédié est devenu candidat en 2010. Bédié avait dépassé l'âge. Mais pourquoi on veut s'approcher grâce à Soro, Ouattara est devenu temps? C'est pas vrai. J'ai dit ce n'est pas vrai. C'est un abus de langage, ou bien de la malhonnêteté tout simplement, ou bien de la pure ignorance. Mais moi je pense que c'est de la malhonnêteté. Parce que moi, je pense très bien que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ne tombons plus jamais dans ça. Et donc moi j'attends Khalifa sur ces détails-là, qui sortent pour dire, ce que tu as dit là c'est pas vrai. Soro n'a jamais dit ça, c'est ceci, c'est cela. Ou bien, ce que tu dis, Ouattara n'avait jamais Ouattara n'avait jamais intégré un gouvernement, c'est pas vrai. Avant la rébellion. Voilà, c'est sur ça qu'on peut parler politique. Parce que, vous voyez, j'ai constaté quelque chose. Quand je fais un live contre lui, dès que je dis qu'il est guinéen net là, ce seul mot, il va venir prendre ça pour faire 5 heures de live. Mais il va ignorer carrément ma déconstruction. Mais je ne rentrerai plus dans ça. Frère, tu dis tu es né à Manon. Moi, je m'en tiens à ça. Bon, viens maintenant, on va faire politique. Tu as passé ton temps la dernière fois à insulter mes parents. Même mon père. Mais tu me fais rire. Moi, j'ai un père digne. Moi, mon père, là, il est roi. Voilà. Faut te renseigner. Moi, il dit non de mon village, non. Tu n'as rien à cacher. Mon père, il est public. C'est un chef traditionnel, il est public, il est connu. Tu peux te renseigner. Donc moi, je ne rentre pas dans ça avec toi. Il dit, viens en parler
argument contre argument politique. Toi, tu es retourné au GPS, non? C'est un service que tu m'as rendu, tu sais pas. C'est un service que tu m'as rendu en retournant au GPS. Je vais voir. Toi, tu es à la hauteur. Tu peux faire débat. Parce que, en fait, c'est moi, je te connais que eux. Et ils savent que je te connais. Mais moi, je leur dis, et je te dis que tu es dedans là-bas, là. C'est par défaut. Tu n'es pas... Tu peux plus produire là-bas. Tu peux plus... Vraiment, c'est pas là. C'est fini. C'est fini. C'est terminé. Or, moi, en revenant au RHDP, je reviens dans la famille naturelle. Donc, je suis plus à l'aise là-bas, de vous à moi. Quand tu es dans ta famille naturelle, et puis tu es chez les gens, est-ce que c'est la même chose? Même quand tu avais renié ta propre famille, et que demain tu reviens dans ta famille, ta légitimité ne souffre d'aucun doute. Parce que c'est ton milieu de vie naturel, là, c'est là-bas. Et c'est là-bas que je suis. Où on est peut-être parti s'approcher d'après Blé Goudé. Demain, je vais vous parler. Demain matin, on va faire notre matin bonheur sur ça. C'est ce que Blé Goudé a dit aujourd'hui, là. Donc vraiment, je vais m'arrêter là. Blé Goudé dit que les souris ne sont pas dans l'opposition. Ce sont des capricieux. Et moi, je confirme ça. Voilà, c'est caprice. C'est pas comme ça on mène l'opposition. Blé Goudé vous a posé des questions. Venez répondre d'abord à ça. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, chers amis, c'est lundi. Voilà, c'est Adofort. Bon, les gars, en tout cas, vous avez été nombreux à suivre le live. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi. Merci à ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké. Et puis voilà, on va se dire avec le même plaisir, se revoir très bientôt. Mon pouptio, elle est réveillée du jamais dans le sommeil. Elle est là. Donc, allez, les gars. Voilà, ils n'ont pas de réponse. Merci beaucoup, Lamine. Merci à toi, Doumbia. Bonne soirée à toi également, DS. Jésus est ma force. En tout cas, allez, les gars, au revoir, baba. Ah, je sais que ça, c'est pas Jomo, hein. Ah, ok, d'accord. Allez, dis-le. Laisse comme ça. Non, t'es lavé. Je n'avais mes assiettes. Jésus est ma force. Bonne nuit à la deuxième femme. Et je te dis, elle dormait, mais elle est réveillée. Je ne manquerai pas, mon frère. Merci à vous, en tout cas, pour le soutien. On est ensemble.